Chers amis, bonjour. J'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui Guillaume de Thuellois. Bonjour Guillaume. Bonjour François. Alors Guillaume de Thuellois, tout le monde le connaît évidemment. Il est directeur du Salon Beige, donc je ne vous le présenterai pas plus que cela. Et il est donc un acteur incontournable évidemment dans la réinformation actuelle. Et donc je le remercie infiniment d'être aujourd'hui chez Liberté Politique pour nos entretiens habituels. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Nous ne Mais renversons pas les rôles. Mais je vous en prie Guillaume. Alors je voudrais évoquer avec vous trois sujets qui me semblent aujourd'hui tout à fait utiles à aborder. Le premier concerne un livre que vous venez de publier. Oui. Vérité et politique, aux presses de la délivrance, si ma mémoire est bonne. Vérité et politique, le titre est tout à fait provocateur parce que vous sous-entendez qu'il peut y avoir de la vérité en politique. Est-ce possible ? Je sous-entends pire que ça, je sous-entends qu'on ne peut pas faire de politique sans vérité. Ma thèse est que le système actuel ultra-relativiste est un système qui ne peut pas faire autrement que de dégénérer en totalitarisme. Jean-Paul II avait écrit dans Veritatis Splendor l'idée selon laquelle la démocratie sans valeur, donc sans valeur naturelle, sans enracinement dans la vérité, risquait de dégénérer en dictature. Et Benoît XVI a évoqué le terme de dictature du relativisme, notamment pendant la messe pour l'élection du nouveau souverain pontife qui allait devenir lui-même, justement. Avec cette absence complète de référentiel à la vérité, de référence à la vérité, on peut faire dire absolument ce qu'on veut aux lois, on peut aller extrêmement loin. Je pense en particulier à cette déclaration contre laquelle je m'étais beaucoup battu en son temps. Je ne sais pas si vous connaissez l'ancien sénateur socialiste Jean-Pierre Michel, oui, bien sûr, qui était rapporteur de la loi sur le Pacs d'abord, puis sur la loi Taubira. Il avait reçu mon ami Thibaut Collin, philosophe catholique, qui parlait de la loi naturelle, etc. Et Jean-Pierre Michel l'interrompt. Ce qui est juste, c'est ce que dit la loi. Voilà, c'est tout. Et la loi, elle ne se réfère pas à un ordre naturel, elle se réfère à un rapport de force à un moment donné, et point final. Ah oui, donc le fondement du juste, c'est le rapport de force. Moi, c'est mon point de vue, c'est le point de vue marxiste de la loi. Et je trouve ça glaçant, parce que Jean-Pierre Michel s'est jamais caché d'être un pur marxiste, hein, donc pour lui, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais ce qui est vraiment très inquiétant, à mon avis, c'est que énormément de gens, y compris à droite, ne savent pas réagir à ça, en fait. Et donc ils disent, non, mais rassurez-vous, on ne prétend pas imposer notre vérité. Il ne s'agit pas d'imposer notre vérité, il s'agit de reconnaître quelque chose qui nous dépasse. Vous citez Jean-Paul II et Benoît XVI, donc votre livre, en fait, se base sur des fondements philosophiques incontestables, puisque le Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc on voit bien que vous êtes vraiment dans une logique chrétienne. Aujourd'hui, le monde catholique, j'ai l'impression que justement, il refuse complètement de mettre en avant cette vérité telle que vous la signalez par soumission à la pensée ambiante, qui est une pensée profondément laïque et qui se traduit par les lois que vous décrivez. Oui, alors c'est très inégal en fait. Il y a dans les gens qui sont engagés dans les partis politiques une vraie différence par rapport aux gens qui sont engagés dans le combat culturel. Il est beaucoup plus facile pour les gens comme nous, le Salon Beige, Liberté Politique, il est beaucoup plus facile de tenir à une anthropologie solide, chrétienne en particulier, que dans les partis politiques qui sont des laminoirs. Malheureusement, un parti politique, c'est une machine à gagner le pouvoir. Pour en faire quoi, on n'en sait rien, mais ce n'est pas la question. Moi, ce que je trouve très intéressant dans votre livre, c'est qu'il met le doigt vraiment sur le problème fondamental, en réalité, qui est celui de la recherche de la vérité. Et c'est vrai que tant qu'on n'est pas dans une véritable recherche de la vérité, eh bien, en fait, on s'enfonce dans le mensonge. Est-ce que vous avez pensé éventuellement à diffuser auprès de la classe politique, au moins des élus nationaux, votre livre? Parce que c'est un livre fondateur quand même. Pour être franc, un des moteurs de ce livre, c'est un livre qui est à la fois universitaire, je l'ai écrit largement dans une université américaine où je faisais un peu de temps de recherche, et puis c'est le fruit de mon expérience au Parlement, et en particulier d'une expérience qui m'avait beaucoup frappé. Au moment de la loi Taubira, donc j'étais à l'époque l'assistant parlementaire du président du groupe UMP, et du Sénat, et j'avais proposé à une demi-douzaine ou une dizaine de sénateurs très engagés contre la loi Taubira, et j'avais proposé de leur écrire 5 minutes pour dire que le Parlement n'était pas compétent pour définir ce que c'était que le mariage. Ce que je crois profondément, je pense que le Parlement n'est pas compétent pour définir ce que c'est qu'un homme, une femme, un mariage, etc. Donc je pense que ça dépasse largement ses compétences. Donc c'était des catholiques conservateurs, c'était vraiment des gens bien, courageux, etc.
Mais sur, disons, 8, il y en a 7 qui n'ont pas compris de quoi je parlais, y compris après 10 minutes d'explication. Elles n'ont pas compris de quoi je parlais. Quand je parlais des lois de Nuremberg, du Troisième Reich, ils ne voyaient pas le rapport. Ils disaient c'est une dictature, nous c'est une démocratie. Elle dit oui, mais une démocratie peut dégénérer en dictature. Ça leur était complètement étranger. Et il y en a un qui a très bien compris de quoi je parlais, qui m'a fait un petit sourire et qui m'a dit mais Guillaume, on ne peut pas dire ça. Et je dis, Monsieur le Président, si on ne peut pas dire ça, c'est qu'on a déjà perdu. Avant de livrer bataille, on a perdu. Si on n'a pas le droit de dire que le Parlement n'est pas compétent pour dire ce que c'est que le mariage, évidemment que la loi du nombre emportera le morceau et la loi Taubira va passer. Oui, c'est ça. La racine du mal, pour moi, c'est vraiment cette religion démocratique. La démocratie en soi n'est pas forcément un problème, mais la religion démocratique est un énorme problème. C'est-à-dire qu'on a encore au frontispice de notre Constitution, la loi est l'expression de la volonté générale. Mais si c'est le cas, je ne vois pas au nom de quoi on s'oppose au Troisième Reich. Et pour vous, la loi peut-elle dire ce qu'est le bien ou le mal? Absolument pas. Je crois que c'est tout à fait hors de ses compétences. Je cite souvent cet exemple de Saint Louis. C'est un saint, il n'est pas spécialement porté sur l'adultère et il légifère sur les maisons closes. C'est-à-dire qu'au nom de la prudence politique, il dit « je ne peux pas empêcher l'adultère, donc je vais le circonscrire, le limiter, en limiter les effets, etc. » C'est tout à fait autre chose de dire « je ne peux pas faire autrement que de circonscrire l'adultère » et de dire « c'est merveilleux, comme tout le monde pratique l'adultère dans la société, eh ben on n'a qu'à légaliser l'adultère, ou le dépénaliser d'abord, puis en faire un droit fondamental, comme on fait sur tous les sujets dits sociétaux. D'abord on dépénalise, puis on promeut avec la sécurité sociale, puis ça devient un droit fondamental. Maintenant ça devient des droits constitutionnels, enfin bref. Tout ceci est complètement délirant, parce qu'on n'a pas ce référentiel de bien et de mal qui nous est imposé de l'extérieur. C'est pas l'homme qui peut dire ce qui est bien et ce qui est mal. L'homme ne peut que reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc le Parlement peut raconter tout ce qu'il veut. Il n'a pas le pouvoir de changer le bien en mal. Guillaume de Thieulois, merci beaucoup pour cet éclairage. Donc, je pense que ce livre, Vérité et politique, est véritablement à lire parce qu'il donne un très bel éclairage. C'est vrai, un très bel éclairage sur ce que peut être un système politique qui fonctionne en fonction de vrais critères et notamment de celui de la vérité. Donc, merci d'avoir écrit ce bel ouvrage. Merci. Alors, je voudrais maintenant aborder un second sujet, alors tout à fait différent. Vous avez défrayé la chronique il y a à peu près un mois ou un mois et demi en participant à une conférence débat, et il y avait donc à vos côtés Frigide Barjot. Alors quel était l'objet de cette conférence et pourquoi avez-vous accepté de débattre avec Frigide Barjot, sachant que a priori vos lignes sont assez différentes? Le premier message que je voulais envoyer, c'était bien que nous soyons vraiment très éloignés doctrinalement, nous pouvons ensemble lutter contre la marchandisation du corps, contre la PMA sans père, etc. Et donc là-dessus, on était assez en accord. Et donc moi, ce que je voulais envoyer comme signal, c'était on peut faire de la politique avec des gens avec qui on ne partage pas grand-chose, mais l'objectif de cette année 2018, une année bioéthique, ça va être de faire un grand mouvement, comme on a eu un grand mouvement contre la loi Taubira, de faire un grand mouvement contre cette aliénation considérable de l'être humain que constitue la PMA sans père, peut-être bien les mères porteuses, l'euthanasie, etc. Et ce que je trouve très frappant, c'est les réactions de la salle après. Ils étaient très intéressés par le message de l'unité, première chose. Deuxième chose, ils étaient très intéressés qu'enfin on leur dise les états généraux de la bioéthique, c'est un sujet, il faut se bouger. Parce que, en fait, je ne sais pas si vous entendez les médias dits mainstream, tout le monde dit il n'y a pas de problème, la bioéthique, tout le monde est pour toutes les avancées. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de ce sondage de la Croix début janvier, qui nous expliquait que la France entière attendait avec gourmandise, avec impatience, la GPA éthique, médicale, je ne sais plus quoi. Donc GPA, je rappelle quand même que c'est de la vente d'enfants. Donc je serais curieux de savoir qui ils ont rencontré pour obtenir ce genre de résultats complètement délirants. Le message que les médias mainstream voudraient nous envoyer, c'est ça ne va pas bouger, tout va très bien se passer. Moi, je pense que notre message à nous, c'est non, ça ne va pas bien se passer. Et on va débattre des sujets vraiment importants. Or, aujourd'hui, ce qui se passe avec les états généraux de la bioéthique, c'est que 80% des salles, peut-être même 90% des salles, sont faites de militants Manif pour tous, de cathos conservateurs. Et moi, j'entends encore au Parlement les responsables politiques qui pétochent. Vraiment.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne savent pas comment se dépatouiller, si je puis dire, de cette situation complètement catastrophique dans laquelle ils voulaient que les États généraux de la bioéthique disent que, évidemment, que la France était prête pour les mères porteuses, pour la PMA sans père, etc. Et en fait, c'est pas du tout ça qui remonte des États généraux de la bioéthique. Et donc, il y a plusieurs solutions qui vont probablement être testées les unes après les autres. La première, c'est de faire les salles. J'ai déjà plusieurs lecteurs qui se sont cassés le nez pour s'inscrire à des États généraux. Oui, c'est très intéressant. Ah, oui. On annonce un soir à 20h, il y aura dans 15 jours à tel endroit des États généraux. À 20h02, il n'y a plus de place dans la salle. Alors soit il y a un énorme déferlement d'enthousiasme pour les États généraux, soit ce qui est plus vraisemblable, c'est que la salle est faite avant d'être mise en ligne. Et puis évidemment, entre les États généraux et la loi, il peut encore se passer beaucoup de choses. Et donc je ne serais pas surpris que la rumeur court, je ne sais pas du tout à quel point c'est vrai, mais la rumeur court que le projet de loi est déjà écrit. Ah oui. Donc on nous dit que c'est évidemment il y a une grande consultation citoyenne, parce que maintenant on ne sait plus dire civique, on dit citoyenne, mais donc il y a une grande consultation, on veut savoir ce que pensent les Français. En fait on s'en fout complètement de ce que pensent les Français, surtout s'ils pensent un peu trop conservateurs. Et donc vraisemblablement des États généraux sortiront quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui s'est dit. Et donc, la mayonnaise est en train de prendre, si je puis dire, tout le monde le ressent, spécialement au niveau du pouvoir, et donc il y a un petit peu de tension. Et c'est cette tension-là, moi, qui m'intéresse, parce que, évidemment, on a une vraie carte à jouer. Je pense que politiquement, on aurait eu beaucoup de mal à mobiliser sur la PMA sans père seule. Aujourd'hui, on peut mobiliser sur la PMA sans père, mais aussi sur les mères porteuses, parce qu'il y a des militants acharnés des mères porteuses autour des États généraux de la bioéthique, et puis sur l'euthanasie, qui est clairement au programme. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais récemment, une proposition de loi qui a été débattue à l'Assemblée, et qui était clairement pensée comme un ballon d'essai, même son promoteur l'a dit très explicitement. Absolument. Et manifestement, il a eu quelques promesses du pouvoir. Alors est-ce que le pouvoir va tenir ses promesses ou pas? En tout cas, je pense que le monde catholique est en train de rentrer en ébullition, et donc beaucoup de gens voudraient nous calmer, mais je ne crois pas du tout que ce soit d'actualité. D'accord. Et vous pensez, pour terminer sur ce sujet, qu'il y a encore vraiment des possibilités Oui, vous n'avez pas là-dessus, vous n'avez pas d'état d'âme, il faut vraiment se battre. Il faut se battre, y compris d'ailleurs sur la PMA sans père. S'il y a la PMA sans père, il y a tout de suite les mères porteuses, il y a tout de suite l'euthanasie, que dans la loi de bioéthique, probablement, il y aura l'enfant à 3 ADN. Oui, je ne sais pas si les gens se rendent compte de quel bidouillage on est en train de faire sur des êtres humains quand même. C'est monstrueux. Et donc je pense que c'est un devoir moral. Et en plus, je crois que maintenant, ça peut gagner. Très bien. Alors merci en tout cas beaucoup pour ce message d'espoir. Et voilà, il faut qu'on soit plus mobilisés que jamais sur tous ces sujets. C'est pas parce que la loi Taubira nous avons perdu que nous allons perdre tous les combats. Accessoirement, juste un mot là-dessus, on peut revenir sur une loi. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, les Bermudes viennent d'abroger le dit mariage pour tous. Si nous sommes suffisamment mobilisés, non seulement il n'y aura pas la PMA sans père, mais on reviendra sur la loi Taubira. Moi, je crois qu'on est tout à fait en mesure d'imposer aux partis politiques de droite d'avoir dans leur programme l'abrogation de la loi Taubira. Donc il faut continuer à se battre pour l'abrogation de la loi Taubira, et notre collectif On ne lâche rien est là pour ça. Très bien. Alors dernier point, cher Guillaume de Thieulois. Je rappelle, pour ceux qui n'écoutent que la fin, que vous êtes donc directeur du Salon Belge. Et alors, nous allons terminer notre petit entretien par cette espèce d'épouvantable buzz qui s'est fait autour d'une situation extravagante, avec un mouvement chrétien qui, pour parler très clairement, se dit favorable à l'avortement comme droit fondamental. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors, l'origine de la polémique, c'est un communiqué tout à fait extravagant. Donc, c'est un mouvement qui s'appelle le Mouvement rural de la jeunesse chrétienne, un mouvement d'action catholique. Marqué à gauche, on peut dire. Très marqué à gauche. Oui. Et alors le MRJC a fait un communiqué, alors que personne ne lui demandait rien à ma connaissance, a fait un communiqué complètement farfelu, d'ailleurs enfin diffamatoire. Je pense que la Marche pour la vie pourrait tout à fait attaquer en justice, mais le communiqué disait en substance, à la veille de la Marche pour la vie, nous désolidarisons de la Marche pour la vie. En tant que mouvement chrétien, nous nous en désolidarisons, parce que c'est des propos haineux, intolérants, je ne sais pas quoi. Et nous voulons assurer les femmes de notre soutien dans leur combat pour le droit fondamental à l'avortement. Il fallait quand même le faire. Objectivement, il fallait le faire. C'est quand même assez ahurissant comme communiqué.
Évidemment, il suffit d'avoir mis les pieds une fois dans sa vie à la Marche pour la vie pour savoir que ça n'a rien à voir avec ce qui est décrit dans ce communiqué. Évidemment aussi, il suffit d'avoir 2 sous de jugeote pour savoir que s'il y a un droit fondamental à l'avortement, c'est qu'il n'y a plus de droit de l'homme du tout. Parce que si vous avez le droit de tuer la vie innocente, plus aucun droit ne tient devant la force brute. On revient aux lois du Troisième Reich, c'est-à-dire que puisqu'il n'y a pas de référentiel de vérité, le plus faible ne peut être pensé qu'utilitairement. S'il nous rapporte quelque chose, on le garde, sinon non. Alors, revenons à la polémique. Ce qui est très intéressant, c'est que pour la première fois à ma connaissance depuis 1974, officiellement, la Conférence des évêques de France a mouché, donc en l'occurrence le directeur de la communication, a mouché ce mouvement en disant c'est pas compatible avec la doctrine catholique, je vous remercie de retirer ce communiqué. Alors, donc évidemment, le MRJC a obéi, donc a corrigé plus exactement le communiqué, mais elle a corrigé d'une façon qui ne corrigeait rien. Et puis a réclamé qu'on ouvre enfin le grand débat sur l'avortement dans l'Église. Je rappelle ce qui est extraordinaire. Ce qui est une revendication complètement farfelue. Donc il faut quand même avoir... le principe de base, c'est que c'est un principe non négociable, le droit à la vie innocente. On ne peut pas débattre du droit fondamental à l'avortement, ça n'existe pas. Mais la polémique surtout est relancée le lendemain, je crois, par la découverte encore plus ahurissante que ce mouvement a reçu en 2016, dernière année pour laquelle on a les comptes, a reçu en 2016 plus d'1 demi-million d'euros de l'épiscopat français. Et donc évidemment, un certain nombre d'entre nous, catholiques, Marche pour la vie et par ailleurs donateurs évidemment aux deniers du culte, comme tous les catholiques, on dit mais attendez, c'est pas possible. Nous, on donne à l'Église pour que les sacrements soient célébrés sur tout le territoire national, on donne pour soutenir nos prêtres, on donne pour soutenir nos évêques, mais on donne pas pour se faire cracher dessus par des gens qui sont pas catholiques. Et elle a tout de suite été relayée par l'évêque de Montauban, qui très courageusement, Monseigneur Ginoux, très courageusement dit « Moi, je ne peux pas donner à titre diocésain, et par ailleurs, je vais demander à la Conférence épiscopale de France qu'on m'explique un peu comment fonctionne l'attribution des subventions. » Et donc, j'ai bon espoir, on a un certain nombre d'échos qui nous laissent espérer que ce sujet va être à l'ordre du jour de la prochaine conférence des évêques à Lourdes. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a besoin d'une clarification très claire sur comment est-ce qu'on répartit les subventions pour les mouvements catholiques. Parce que moi, ça ne me choque évidemment pas du tout que les diocèses donnent aux services nationaux pour... il y a évidemment des sujets d'évangélisation nationale. Par exemple, l'évangélisation pour les musulmans, ça ne me dérangerait pas du tout de donner à mon diocèse qui redonne à la conférence épiscopale pour évangéliser les musulmans. Je ne suis pas sûr que le service des relations avec les musulmans soit vraiment dédié à l'évangélisation, mais on pourrait au moins travailler là-dessus. Je suis tout à fait favorable à ce qu'on donne pour la formation des séminaristes, je suis tout à fait, évidemment. Moyennant quoi, je ne suis pas du tout favorable, mais alors pas du tout, à ce qu'on utilise mon argent à lutter contre ce qu'on défend pour des questions de foi, de notre anthropologie chrétienne. Mais voyez-vous, je vous trouve même assez modéré et presque gentil vis-à-vis de la conférence épiscopale, parce que ce que devait faire, de mon point de vue, la conférence épiscopale, mais je ne suis pas son président, c'est que le lendemain, j'aurais suspendu à titre conservatoire tout versement, et j'en aurais discuté ensuite à Lourdes lors de la prochaine réunion, parce qu'il n'y a pas de possibilité de continuer à verser 1 centime à une association qui dit le contraire de l'enseignement traditionnel de l'Église, renouvelé par tous les papes jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une pure aberration. Quand on se met en dehors de l'Église, tout de suite on arrête les versements. Et là, je pense que le trouble sera très grand parmi notamment le monde catholique qui ne va pas comprendre, et je pense notamment effectivement à tous les donateurs qui vont certainement suspendre leurs dons en disant c'est impossible que même une toute petite partie de mon don serve à financer un mouvement anti-catholique, anti-chrétien. Absolument. Alors cela étant, il faut suivre ça de très près. Mais donc il y a des évêques qui sont montés au créneau, il faut les encourager, les soutenir. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a besoin d'éclaircissements rapidement parce que on arrive à la campagne du déni du culte, du carême, il y a des sujets importants qui vont se poser. Et il est clair que, moi en tout cas, c'est clair que je ne peux pas donner un copec à un mouvement qui viole aussi ouvertement l'anthropologie chrétienne.
Objectivement, on est dans le registre du scandale. Oui, bien sûr. On est dans le Bien sûr, registre bien du sûr. scandale, donc il faut vraiment que l'Église prenne une position très très ferme et très claire, parce que sinon, là, je pense qu'il pourra y avoir un trouble supplémentaire. Je pense qu'il y a déjà suffisamment de troubles actuellement au sein de l'Église catholique et du monde catholique pour ne pas en rajouter Alors, un de plus. juste en matière de troubles, il y a un facteur d'une certaine façon aggravant à cette situation. C'est que, je ne sais pas si vous savez, mais l'Église de France envoie 3 jeunes nous représenter, enfin représenter la jeunesse catholique de France au pré-synode sur la jeunesse, là, qui va commencer cette année. Parmi les 3, il y a un militant du MRJC, et là aussi, Monseigneur Ginoux a posé cette question qui me semble du bon sens élémentaire. Il dit comment ça se fait qu'un mouvement de jeunesse comme les Scouts d'Europe ou comme la communauté de l'Emmanuel, qui sont dynamiques, qui drainent beaucoup de jeunes et qui respectent la doctrine catholique, comment ça se fait qu'à eux on demande rien, on propose pas d'envoyer des représentants et qu'on envoie des gens qui s'écartent aussi facilement. Alors, ça paraît très important d'avoir une pastorale à destination du monde rural, à la condition que ce soit une pastorale catholique, quoi. Ouais, bien sûr. Très bien. Merci infiniment pour cet éclaircissement qui est vraiment très éclairant, effectivement, et qui pose parfaitement bien le problème. Cher Guillaume de Thieulois, donc d'abord je rappelle à nos amis téléspectateurs de lire le livre Vérité et politique, qui est vraiment, franchement, un livre à lire et qui donne un très bel éclairage sur les évolutions actuelles. Voilà, Ok. donc un grand merci. Merci, cher Guillaume de Thieulois. Bonne François. continuation Merci. dans toutes vos très nombreuses activités et à Merci très bien. bientôt. À Merci bientôt. beaucoup. À bientôt.